Mes parents se sont moqués de moi et ont dit, le jour du mariage de ton frère, il vaut mieux que tu ne sois pas là. Alors. Je m'appelle Debbie, j'ai 32 ans, et je suis le mouton noir de ma famille de banlieue en apparence parfaite. Tandis que mon frère Marc se prélassait dans la lueur dorée de l'approbation de nos parents, je collectionnais leurs déceptions comme des souvenirs indésirables. Mais rien ne m'avait préparé au jour où ils m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont suggéré de ne pas assister au mariage de mon unique frère. Leurs mots exacts résonnent encore dans mes oreilles: le plus beau cadeau pour le mariage de ton frère, c'est que tu disparaisses de cette famille pour toujours. Je n'ai pas supplié. Je suis simplement partie. Avant de vous raconter comment la journée parfaite de ma famille s'est transformée en leur pire cauchemar, laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez. Et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous vous êtes déjà senti comme le membre indésirable de la famille. Grandir à Fairfield, dans le Connecticut, signifiait des pelouses impeccables, des adhésions à des country clubs, et des voisins qui rivalisaient de décorations de Noël et de scores au SAT. Notre maison de style colonial avec sa clôture blanche était la toile de fond parfaite pour l'obsession de mes parents pour les apparences. Richard et Diane Walker n'étaient pas seulement mes parents. C'étaient des arrivistes déguisés en royauté de banlieue. Mon père avait monté son cabinet comptable à partir de rien, et ma mère dirigeait la société historique locale avec une précision militaire. Ensemble, ils avaient façonné une image de perfection familiale qui ne laissait aucune place aux défauts. Malheureusement pour eux, à leurs yeux, je n'étais que défaut. Mon frère Marc, de 2 ans mon aîné, incarnait tout ce qu'il valorisait. À 10 ans, ses étagères de chambre ployaient sous le poids des trophées de football. À 14 ans, il était président de sa classe et capitaine de l'équipe de mathématiques. À 18 ans, il avait des lettres d'acceptation de 3 universités de l'Ivy League et un score parfait au SAT que ma mère mentionnait à chaque occasion possible. Marc ira loin, annonçait mon père lors des réunions de famille, la main fermement agrippée à l'épaule de mon frère. Il a la détermination des Walker. Pendant ce temps, je m'agitais dans les coins, luttais pour me concentrer et ramenais des bulletins scolaires qui faisaient disparaître les lèvres de mon père en une fine ligne déçue. Ce que personne d'entre nous ne savait à l'époque, c'est que j'avais un TDAH non diagnostiqué. Tout ce qu'il voyait, c'était une fille qui ne pouvait pas tenir en place, ne pouvait pas se concentrer et ne pouvait pas être plus différente de son frère parfait. Pourquoi ne peux-tu pas t'appliquer comme Marc est devenue la bande-son de mon enfance. Quand je passais des heures hyper concentrées sur le dessin au lieu de mes devoirs, mes carnets de croquis disparaissaient mystérieusement. Gribouiller ne te fera pas entrer à l'université, disait ma mère en jetant mes fournitures d'art dans une boîte de dons. À Thanksgiving, quand j'avais 12 ans, j'ai entendu ma tante demander à ma mère ce qui n'allait pas avec Debbie. Elle est juste difficile, a répondu ma mère, sans prendre la peine de baisser la voix. On a tout essayé. Certains enfants ne veulent tout simplement pas réussir. La vérité, c'est que je voulais leur approbation plus que tout. Je n'arrivais juste pas à comprendre comment la mériter. Quand j'ai ramené un B+ en anglais, mon père a à peine levé les yeux de l'invitation de Marc à la foire des sciences. Quand j'ai intégré l'équipe de volley-ball junior, ma mère m'a rappelé que Marc avait été dans l'équipe principale dès sa première année. Mon 16e anniversaire est tombé la même semaine où Marc a reçu son acceptation à Princeton. Ma célébration a consisté en un dîner expédié dans une chaîne de restaurants où la conversation était entièrement centrée sur la bourse complète de Marc et ses perspectives d'avenir. Mes parents m'ont offert une carte cadeau pratique, tandis que Marc a reçu une voiture pour tout son dur labeur. Cette nuit-là, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge me brûle. Mais quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que je ne serais jamais Marc. Et plus important encore, je ne voulais pas l'être. S'il ne pouvait pas m'aimer pour qui j'étais, j'apprendrais à m'aimer suffisamment pour compenser. J'ai canalisé mon énergie dans l'art, la seule chose qui avait du sens pour moi. Tandis que mes parents rejetaient mes croquis comme un simple passe-temps, j'ai trouvé refuge dans la création. Ma professeure d'art au lycée, Madame Landon, a été la première adulte à voir du potentiel en moi. Elle restait après l'école pour m'aider à constituer un portfolio et m'a mise en contact avec des programmes d'été. Tu as une perspective unique, Debbie, m'a-t-elle dit en examinant mon travail. Tout le monde ne la comprendra pas, mais cela ne la rend pas moins précieuse.
Quand j'ai été acceptée à la Rhode Island School of Design avec une bourse partielle, mes parents ont réagi comme si j'avais annoncé mon intention de rejoindre le cirque. Une école d'art? Le visage de mon père s'est empourpré. Et quel genre de carrière comptes-tu avoir? C'est une phase, a assuré ma mère devant moi. Elle finira par changer pour un vrai programme. Je n'ai pas changé. Au lieu de cela, j'ai cumulé les petits boulots pour couvrir mes dépenses, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai construit une carrière d'artiste commercial pour des agences de publicité. À 32 ans, j'avais une entreprise stable en freelance, un petit mais élégant appartement à New Haven, et des clients qui respectaient mon travail. Mes parents décrivaient ma carrière comme « gagner sa vie en faisant des dessins » lorsqu'ils étaient forcés de l'expliquer à leurs amis. Leur mépris faisait mal, mais j'avais construit une vie dont j'étais fière. J'avais des amis qui me comprenaient, un diagnostic qui expliquait mes difficultés d'enfance, et la liberté de créer selon mes propres termes. Je maintenais un contact avec ma famille, limité mais cordial, assistant aux fêtes obligatoires et aux dîners du dimanche occasionnels où mon père me demandait encore quand j'aurais un « vrai » travail, et où ma mère se lamentait de mon statut de célibataire et de mes choix vestimentaires artistiques. Je n'étais pas heureuse de notre relation, mais je l'avais acceptée comme la meilleure version possible. Je n'aurais jamais imaginé qu'il trouverait une nouvelle façon de me blesser, jusqu'à ce que mon frère annonce ses fiançailles. La nouvelle est arrivée par un SMS groupé de Marc. Elle a dit oui. Amélia et moi sommes fiancés. En pièce jointe, une photo d'une Amélia radieuse exhibant une bague en diamant qui pourrait probablement payer mon loyer pendant 6 mois, soit près de 10 000 €. Malgré notre relation compliquée, j'étais sincèrement heureuse pour mon frère. Je l'ai appelé immédiatement. Félicitations. Je suis tellement excitée pour vous deux, ai-je dit, et je le pensais. Merci, Deb, a-t-il répondu, semblant plus heureux que je ne l'avais entendu depuis des années. Amélia parle déjà de robe et de lieu de réception. Tu sais comment c'est, non? En fait, je ne savais pas. Ma plus longue relation avait duré 2 ans avant de se terminer à l'amiable, mais j'ai hoché la tête au téléphone comme si je comprenais parfaitement. Le lendemain, ma mère a appelé pour partager la merveilleuse nouvelle, comme si je ne l'avais pas déjà entendue. Les Preston sont une famille si merveilleuse, s'est-elle exclamée. Son père est au conseil d'administration de 3 entreprises, tu sais, et ils ont cette magnifique résidence d'été à Newport. Amelia Preston venait de la vieille fortune, le genre auquel mes parents avaient toujours aspiré. Sa famille était dans le Connecticut depuis l'époque coloniale, avec une fondation qui faisait des dons à toutes les bonnes causes et un nom qui apparaissait régulièrement dans les pages mondaines locales. Nous pensons à juin, au domaine des Preston, a poursuivi ma mère. Ça va être l'événement de la saison. En quelques semaines, le mariage a consumé toutes les conversations familiales. Mes parents ne parlaient que de ça, décrivant les arrangements floraux, les listes d'invités et les options de menu avec des détails exhaustifs. Quand je leur rendais visite, la table de la salle à manger avait disparu sous les magazines, les échantillons de tissus et les plans de table. Ma première véritable interaction avec Amélia après les fiançailles a eu lieu lors d'un dîner de famille destiné à célébrer les heureux fiancés. Elle m'a fait la bise et m'a examiné avec une évaluation à peine voilée. Marc a mentionné que tu es une sorte d'artiste, a-t-elle dit, son ton faisant passer cela pour une maladie exotique. Ça doit être si libérateur. Je conçois des campagnes pour des marques nationales, ai-je clarifié. Je viens de terminer un projet pour Nordstrom, en fait. Comme c'est charmant, a-t-elle répondu sans intérêt avant de se tourner pour discuter du gâteau de mariage avec ma mère. À mesure que la planification s'intensifiait, j'ai remarqué que ma participation diminuait. Les dîners de famille hebdomadaires sont devenus des sessions de planification de mariage où mon avis n'était pas sollicité. Quand j'ai demandé à ma mère si je serais demoiselle d'honneur, elle a semblé mal à l'aise. Amélia a 4 sœurs et ses colocataires d'université, a-t-elle expliqué. Le cortège est déjà bien rempli. J'ai hoché la tête, essayant de cacher ma peine. Marc était mon seul frère. J'avais supposé que je serais incluse. 3 mois avant le mariage, les tensions ont grimpé lors d'un brunch du samedi chez mes parents. La mère d'Amélia, Martha,
passait en revue le programme du week-end, qui comprenait un dîner de répétition le vendredi, la cérémonie le samedi et un brunch le dimanche. Le dîner de répétition a un code vestimentaire strict, tenue de soirée, a annoncé Martha en jetant un regard appuyé sur ma tenue décontractée. Nous voulons que tout soit cohérent sur les photos. Une tenue de soirée semble un peu formelle pour un dîner de répétition, ai-je osé dire, et cela pourrait être difficile pour les invités qui viennent de loin. La table est tombée dans le silence. Le sourire de Martha se crispa. Eh bien, nous, les femmes Preston, nous croyons que certaines occasions méritent le respect qui leur est dû. Ma mère est intervenue rapidement. Debbie n'assiste pas à beaucoup d'événements formels dans ses cercles créatifs. J'ai senti mon visage rougir. Je comprends très bien les événements formels. Je suggère simplement de prendre en compte la commodité de vos invités. Nous l'avons fait, a dit Amelia. C'est pourquoi nous avons organisé un week-end d'activités plutôt qu'une seule journée. Les gens qui voyagent méritent l'expérience complète. À des frais considérables pour eux, ai-je souligné. 3 nuits dans des hôtels de Fairfield, une tenue formelle, plus les cadeaux de mariage. Si les gens ne peuvent pas célébrer correctement, ils ne devraient pas venir, a interjeté le père d'Amelia. J'ai croisé le regard de Marc de l'autre côté de la table, le suppliant silencieusement de me soutenir. Il a examiné son verre d'eau avec un intérêt soudain. Je pense que ce que Debbie veut dire, a dit mon père avec une jovialité forcée, c'est qu'elle n'est pas habituée à ce genre d'événement. Le côté Walker de la famille est plus pratique. L'implication m'a piqué au vif. Ma famille s'excusait une fois de plus de mon existence. Ce soir-là, j'ai essayé de parler à Marc en privé. Nous étions dans le jardin de nos parents, loin du chaos de la planification à l'intérieur. « Es-tu heureux avec tout ça ?» lui ai-je demandé. L'extravagance du week-end, les codes vestimentaires stricts, les dépenses. Il a haussé les épaules. C'est important pour Amelia. Et sa famille couvre la plupart des coûts. Mais est-ce ce que tu veux ? Le Marc avec qui j'ai grandi voulait une cérémonie au bord d'un lac avec une réception barbecue. Il a détourné le regard. Les gens changent, Deb. C'est ma vie maintenant. Les Preston ont des relations qui peuvent aider ma carrière. Donc, c'est une fusion d'entreprises, pas un mariage. Son expression s'est durcie. C'est injuste. J'aime Amelia. Si tu ne peux pas être heureuse pour moi, peut-être que tu devrais reconsidérer ton implication. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je suis heureuse pour toi, ai-je dit doucement. Je veux juste m'assurer que tu es heureux, toi aussi. Je serais plus heureux si ma sœur soutenait mes choix au lieu de les remettre en question, a-t-il répondu en rentrant à l'intérieur. Je suis restée seule dans l'obscurité grandissante, réalisant que le frère qui construisait autrefois des forts avec moi dans le salon était devenu un étranger. Le lien que nous avions maintenu à travers notre enfance difficile se délitait sous mes yeux, remplacé par la vision de perfection de Country Club d'Amelia. Le point de rupture est survenu exactement 1 mois avant le mariage. Mes parents m'ont invité à dîner, soi-disant pour prendre des nouvelles, bien que je soupçonne une autre discussion sur le mariage. Quand je suis arrivée chez eux, j'ai trouvé non seulement mes parents et Marc, mais aussi Amelia, habillée impeccablement un mardi soir. Debbie m'a salué ma mère avec une bise. C'est un haut intéressant. J'ai baissé les yeux sur mon chemisier vert émeraude. Il n'y avait rien de provoquant ou d'inhabituel, mais j'ai reconnu le ton de ma mère. La critique avait commencé avant même que je ne sois assise. Le dîner s'est déroulé avec des plaisanteries superficielles tandis que la tension montait sous la surface. Mon père a discuté d'options d'achat d'actions avec Marc. Amelia a décrit son récent week-end au spa. Ma mère a commenté les potins du quartier. J'ai mangé en silence, me sentant de plus en plus comme une intruse dans la maison de mon enfance. Le changement est venu avec le dessert. Amelia a délicatement posé sa fourchette à côté de son cheesecake à moitié mangé et s'est tournée vers moi avec un sourire étudié. Debbie, je voulais discuter des photos de mariage avec toi. Qu'y a-t-il à leur sujet, ai-je demandé, immédiatement méfiante. Eh bien, nous avons établi une certaine esthétique pour la journée. Très classique, très intemporelle. Elle a fait un vague geste vers mes cheveux, que j'avais récemment méchés de subtiles stries violettes.
Nous espérions que tu pourrais envisager un look plus traditionnel pour l'occasion. Vous voulez que je change de coiffure pour vos photos de mariage? Et peut-être envisager quelque chose de plus approprié que ta tenue habituelle, a ajouté ma mère. Le photographe des Preston est très exclusif. Ces photos resteront dans leur famille pendant des générations. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette. Je ne changerai pas mon apparence pour correspondre à votre esthétique. Je ne suis pas un accessoire pour votre journée parfaite. C'est exactement ce que nous voulons dire, a interjeté mon père. Cette attitude, cette rébellion, c'est inapproprié pour un événement sophistiqué. Rébellion? J'ai 32 ans. C'est qui je suis. Nous sommes juste inquiets que tu ne t'intègres pas, a dit ma mère, la voix basse, comme si elle partageait un secret honteux. La liste des invités comprend des sénateurs d'État, des PDG, même un lointain cousin de la royauté européenne. Et vous craignez que je vous mette dans l'embarras? La réalisation m'a submergée avec une clarté glaciale. Vous ne vous souciez pas de mon confort. Vous vous souciez de l'image que je renverrai à côté de la famille Preston. Le silence a confirmé mes paroles. J'ai regardé Mark, espérant une intervention, mais il étudiait son verre d'eau avec la même intensité qu'il avait montré au brunch des mois plus tôt. Mark, ai-je dit directement. Veux-tu aussi que je change mon apparence pour ton mariage? Il a jeté un coup d'œil à Amelia, puis est revenu à son verre. Je veux que tout le monde soit à l'aise. Ce n'est pas une réponse. Debbie, a interrompu sèchement ma mère. Cette journée ne te concerne pas. Elle concerne l'avenir de Mark et Amelia. Pourquoi dois-tu toujours tout rendre si difficile? Je ne rends rien difficile. J'existe simplement en tant que moi-même. Peut-être, a suggéré Amelia avec une diplomatie étudiée, serait-il plus facile pour tout le monde si nous reconsidérions certains arrangements. Quels arrangements, ai-je demandé, bien que je sache déjà. Ma mère a pris une profonde inspiration, a échangé des regards avec mon père et a prononcé les mots qui allaient tout changer. Debbie, nous avons réfléchi. Peut-être que le plus beau cadeau pour le mariage de ton frère, c'est que tu disparaisses de cette famille pour toujours. La pièce est devenue silencieuse. Je l'ai regardée, incapable de traiter les mots au début. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon père s'est éclairci la gorge. Ce que ta mère veut dire, c'est que le jour du mariage de ton frère, il vaut mieux que tu ne sois pas là. Pour le bien de tout le monde. Je les ai regardés tour à tour, ma mère, le menton levé, sur la défensive, mon père, l'expression sévère mais les yeux fuyants, Amelia, une légère courbe triomphante aux lèvres, et Mark, examinant toujours ce foutu verre d'eau. Quelque chose s'est brisé en moi, mais pas de la manière dont il s'y attendait. Au lieu de larmes ou de colère, j'ai ressenti une étrange clarté calme. Je vois, ai-je dit en me levant lentement. Merci d'avoir rendu vos sentiments si abondamment clairs. Debbie, ne sois pas dramatique, a commencé ma mère. J'ai levé la main pour l'arrêter. Non, vous en avez assez dit. Vous avez fait votre choix, et maintenant je vais faire le mien. Je me suis dirigée calmement vers l'entrée, j'ai pris ma veste et mon sac, et je me suis retournée pour faire face à ma famille une dernière fois. Ils m'avaient suivi, l'air incertain maintenant que je ne créais pas la scène qu'ils avaient anticipée. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner une place dans cette famille, ai-je dit doucement. J'ai fini d'essayer. Mark, j'espère que ton mariage sera tout ce que tu souhaites. Je le pense vraiment. Debbie, attends, a finalement dit Mark, mais j'ouvrais déjà la porte. Pas besoin de me raccompagner, ai-je dit. Je connais le chemin, je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai refermée doucement derrière moi. Une conclusion silencieuse à 32 années d'efforts pour trouver ma place là où, de toute évidence, je n'en avais jamais eu. J'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner, j'ai démarré le moteur et je me suis éloignée de la maison où j'avais grandi, me sentant plus légère à chaque kilomètre. Le trajet jusqu'à mon appartement s'est déroulé dans un flou. Les lampadaires se sont transformés en traînées dorées alors que les larmes sont finalement venues. Mais ce n'étaient pas les sanglots dévastés auxquels ma famille aurait pu s'attendre. C'étaient des larmes silencieuses et purificatrices qui lavaient des décennies d'efforts pour être quelqu'un que je n'étais pas.
Mon appartement m'a accueilli avec ses œuvres d'art colorées et ses meubles dépareillés que ma mère avait qualifiés d'« éclectiques » sur son ton le plus désapprobateur. Ici, entourée de choses que j'avais choisies parce qu'elles m'apportaient de la joie plutôt qu'un statut, je pouvais à nouveau respirer. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai appelé Tasha, ma meilleure amie depuis l'école d'art. Ils ont fait QOI, a-t-elle explosé après que j'ai raconté la soirée. Tes propres parents t'ont suggéré de sauter le mariage de ton frère ? C'est au-delà du toxique. C'est de la violence psychologique. Je sais, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. Mais c'est aussi clarifiant. J'ai entretenu ce fantasme qu'un jour, ils m'accepteraient. Maintenant, je sais qu'ils ne le feront pas, et il y a une liberté là-dedans. Tu veux que je vienne ? Je peux apporter de la crème glacée d'urgence et on peut brûler des effigies de ta famille. J'ai ri malgré tout. Merci, mais je pense que j'ai besoin de cette nuit seule pour digérer. Après avoir raccroché, j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon ordinateur portable et désactivé tous mes comptes de réseaux sociaux. Je ne pouvais supporter l'idée de voir apparaître des mises à jour du mariage ou des photos de famille soigneusement sélectionnées dans mon fil d'actualité. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et l'ai placé dans un tiroir. Quel que soit le drame familial qui se déroulerait dans les jours à venir, je n'avais pas besoin d'en être témoin en temps réel. Au lieu de cela, je me suis tournée vers la seule chose qui m'avait toujours soutenue, mon article. J'avais une commande importante pour la campagne de rebranding d'une start-up technologique, avec des concepts à livrer dans 2 semaines. J'ai étalé mon matériel sur ma table de salle à manger et je me suis perdue dans la création. Les couleurs et les formes coulaient de mes mains, transformant la douleur en productivité. J'ai travaillé jusqu'au lever du soleil, produisant plus de concepts innovants que le client n'en avait demandé. Les jours suivants ont établi un nouveau rythme. J'ai ignoré le nombre croissant d'appels manqués de membres de la famille élargie qui avaient clairement entendu parler de la confrontation. Je me suis entièrement concentrée sur mon travail, ma santé et la reconstruction de mon estime de moi. J'ai fait de longues promenades le long du port, cuisiné des repas nutritifs au lieu de survivre de plats à emporter, et commencé chaque matin par de la méditation. Un seul appel a percé mon isolement auto-imposé. Ma grand-mère, la mère de mon père, m'avait toujours soutenu discrètement dans une famille qui valorisait la réussite plutôt que la compassion. Quand son nom est apparu sur mon téléphone, j'ai répondu. Debbie, sa voix familière a crépité dans le haut-parleur. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'en suis sûre, ai-je répondu, me préparant à un autre sermon sur les obligations familiales. Je suis désolée, a-t-elle dit à la place. J'aurais dû te défendre davantage au fil des ans. Ton grand-père et moi, nous avons toujours vu ta lumière, même quand Richard et Diane étaient trop aveuglés par leurs attentes pour la remarquer. Les larmes me sont montées aux yeux. Merci, grand-mère. Tu sais, ton grand-père était aussi un artiste, a-t-elle poursuivi. Ses parents l'ont forcé à se lancer dans les affaires. Il a peint en secret toute sa vie. De magnifiques paysages que personne n'a vus à part moi. Il a toujours admiré ton courage de suivre ta passion ouvertement. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle ne m'a pas fait pression pour que je me réconcilie avec mes parents ou que j'assiste au mariage. Au lieu de cela, elle a écouté. Vraiment écouté, peut-être pour la première fois. Quelle que soit ta décision, sache que tu es aussi une Walker, a-t-elle dit avant de raccrocher. Et les Walkers sont des survivants. Ces paroles ont renforcé ma détermination à me redéfinir selon mes propres termes. Je me suis plongée dans le projet de l'entreprise technologique avec une concentration renouvelée, créant mon meilleur travail à ce jour. 2 semaines après la confrontation, j'ai livré mes conceptions terminées en personne au bureau de l'entreprise technologique en centre-ville. Alors que j'attendais dans le hall d'entrée élégant, un homme d'environ mon âge s'est approché. Debbie Walker, a-t-il demandé en tendant la main. Jackson Reed, directeur de la création. J'attendais avec impatience de rencontrer l'esprit derrière ces concepts. Jackson n'était pas ce à quoi je m'attendais. La plupart des directeurs de la création avec qui j'avais travaillé étaient soit frénétiques d'énergie, soit projetaient un calme calculé. Il avait une confiance discrète et écoutait réellement quand j'expliquais mes choix de conception. C'est exceptionnel, a-t-il dit alors que nous examinions le portfolio dans une salle de conférence au mur de verre.
L'équipe est impressionnée par la façon dont vous avez capturé notre philosophie tout en créant quelque chose de véritablement frais. Merci, ai-je répondu, peu habitué à une appréciation aussi directe de mon travail. Nous avons quelques autres projets à venir qui bénéficieraient de votre perspective, a-t-il poursuivi, y compris un espace d'exposition potentiel dans notre nouveau siège. Nous pensons y présenter des artistes locaux. Cela semble intéressant, ai-je dit prudemment. En fait, il s'est légèrement penché en avant, j'ai vu votre travail personnel en ligne. Vos pièces en technique mixte ont exactement l'énergie que nous voulons mettre en valeur. Accepteriez-vous d'être notre artiste vedette pour le lancement? Je l'ai regardé un instant, sans voix. Mon travail commercial payait les factures, mais mon art personnel était là où résidait mon cœur. Je n'avais jamais eu l'occasion d'une exposition solo auparavant. Il faudrait que je voie l'espace, ai-je finalement réussi à dire, et que je comprenne votre calendrier. Bien sûr, a-t-il souri. Aucune pression. Pensez-y, j'ai quitté la réunion avec la carte de Jackson et une étrange légèreté dans la poitrine que j'ai mis un moment à identifier, l'espoir. Pas l'espoir désespéré que j'avais autrefois nourri pour l'approbation de ma famille, mais quelque chose de plus sain. La reconnaissance professionnelle, l'opportunité créative et un rappel que ma valeur n'était pas définie par la perception limitée de mes parents. À l'approche du jour du mariage, j'ai reçu des messages de plus en plus urgents de la famille élargie. Tante Judith a appelé pour « comprendre les deux côtés ». La cousine Rachel m'a envoyé un texto disant que je « brisais le cœur de ma mère ». Oncle Steven m'a envoyé un long email de sermon sur le pardon. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Marc a envoyé un texto une fois. On peut parler? J'ai répondu simplement, quand tu seras prêt à parler sans Amélia ou nos parents, fais-le-moi savoir. Il n'a pas répondu. La veille du mariage, j'étais assise sur mon petit balcon à regarder le coucher du soleil, m'attendant à ressentir du chagrin ou des regrets. Au lieu de cela, j'ai ressenti une paix surprenante. Demain, mon frère se marierait sans ma présence. Mes parents expliqueraient mon absence, comme ils le choisiraient, et je continuerais à construire une vie basée sur l'authenticité plutôt que sur les apparences. J'ai levé mon verre de vin à la lumière déclinante. À de nouveaux départs, me suis-je murmuré, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri sans effort. Le matin du mariage de Marc s'est levé, clair et lumineux, se moquant de mes attentes de tempêtes émotionnelles. Je m'étais préparé pour cette journée, en planifiant soigneusement un petit déjeuner de travail avec Jackson pour discuter de l'espace d'exposition, suivi d'une journée complète de croquis à mon café préféré au bord du port. Pas de temps pour les regrets ou les remises en question. Je me suis habillée avec soin d'une robe bleu cobalt qui me donnait confiance, j'ai appliqué un maquillage léger, et je rassemblais juste mon portfolio quand mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de ma cousine Sophie. J'ai failli l'envoyer sur la messagerie vocale, mais j'ai hésité. Sophie avait toujours été gentille avec moi, plus une amie qu'une parente. Allô? Debbie, oh, Dieu merci, tu as répondu. La voix de Sophie semblait frénétique. Il y a un problème au mariage. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit, plus doucement que je ne l'aurais fait avec un autre membre de la famille. Non, tu ne comprends pas. Le traiteur n'est jamais venu. Tante Diane est en pleine crise de nerfs et personne ne sait quoi faire. La cérémonie est dans 6 heures et il n'y a pas de nourriture pour 300 invités. J'ai fermé les yeux, prenant une profonde inspiration. Sophie, je suis désolée que cela arrive, mais on m'a très clairement dit de ne pas venir. Je sais, et c'était horrible, a-t-elle dit rapidement. Je l'ai dit à tante Diane, mais Debbie, c'est sérieux. Marc a l'air complètement sous le choc. Et l'organisatrice de mariage? Les Preston ont engagé une coordinatrice exclusive, non? Elle essaie de trouver des remplaçants, mais c'est un samedi en juin. Tout le monde est complet. S'il te plaît, peux-tu penser à quelqu'un qui pourrait t'aider? Tu connais tellement de gens dans les milieux créatifs. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. J'avais encore le temps d'arriver à ma réunion avec Jackson si je faisais court. Je vais t'envoyer quelques noms par texto. C'est tout ce que je peux faire. Merci, Sophie semblait soulagée. Et Debbie, pour ce que ça vaut, je pense que ce qu'ils ont fait était mal. Vraiment mal.
Après avoir raccroché, j'ai envoyé à Sophie les coordonnées de 2 entreprises de traiteurs qui pourraient gérer des situations d'urgence, puis j'ai chassé le mariage de mon esprit et je me suis dirigé vers ma réunion. Jackson attendait dans un café du centre-ville, des croquis et des plans étalés sur une table d'angle. Pendant 1 heure, nous avons discuté des dimensions de l'espace d'exposition, de l'éclairage et des thèmes possibles. Son enthousiasme pour mon travail était à la fois flatteur et énergisant. Nous pensons à une ouverture en septembre, a-t-il dit. Cela vous donne environ 3 mois pour vous préparer. Est-ce faisable? Absolument, ai-je hoché la tête, cataloguant déjà mentalement quelles pièces existantes fonctionneraient et quelles nouvelles je pourrais créer. Nous discutions de la logistique d'installation quand mon téléphone a vibré à plusieurs reprises. 3 nouveaux messages de Sophie, un de ma grand-mère, et, étonnamment, un de ma mère. Je me suis excusée brièvement pour les vérifier. Sophie, fleurs livrées à la mauvaise adresse. Personne ne peut les trouver. Grand-mère, ta mère demande ton aide, ma chérie. Pansy, Sophie, photographe annulé à la dernière minute. Urgence familiale. Maman, Debbie, s'il te plaît, appelle-moi. C'est important. Sophie, tout s'écroule. Amélia pleure. Marc a l'air de pouvoir s'évanouir. J'ai rangé mon téléphone et rejoint Jackson. Désolé pour ça. Pas de problème, a-t-il souri. Des histoires de famille? Quelque chose comme ça. J'ai redirigé la conversation vers les plans marketing de l'exposition, mais mon esprit ne cessait de dériver vers la cascade de désastres du mariage. Après la réunion, j'ai marché jusqu'à ma voiture, avec l'intention de me rendre au café du port comme prévu. Au lieu de cela, je suis restée assise au volant, le regard dans le vide. Mon téléphone a de nouveau vibré. Maman, Debbie, je sais que nous n'avons aucun droit de demander, mais nous avons besoin de ton aide. S'il te plaît. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et j'ai démarré le moteur. Ce n'était pas mon problème. Il l'avait rendu abondamment clair en me désinvitant. Quelle que soit la rétribution karmique qui se déroulait au domaine des Preston, je n'avais aucune obligation d'intervenir. J'étais à mi-chemin du port quand mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Marc. Je me suis garée et j'ai répondu. Debbie. Sa voix était tendue, presque méconnaissable. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. C'est vrai, ai-je convenu. Tout a mal tourné. Je n'ai jamais vu Amélia comme ça. Maman fait une sorte de dépression. Les Preston parlent de tout reporter. Je suis désolée d'entendre ça. Deb, sa voix s'est légèrement brisée. J'ai eu tort. J'aurais dû te défendre. J'étais tellement pris par l'idée d'impressionner la famille d'Amélia que j'ai oublié ce que signifiait une vraie famille. Je suis restée silencieuse, laissant ces mots flotter entre nous. Je ne te demande pas de venir pour eux, a-t-il poursuivi. Je te le demande pour moi. Pas parce que tu me dois quoi que ce soit, mais parce que tu es la personne la plus capable que je connaisse. Tu as toujours su réparer les choses qui semblaient impossibles. Marc, ai-je dit finalement. Tu me demandes d'aider à sauver l'événement même auquel on m'a dit de ne pas assister parce que je n'étais pas assez bien pour y être vue. Je sais. Ce n'est pas juste. Un autre appel est arrivé. Ma grand-mère. Je dois prendre cet appel, ai-je dit à Marc en changeant de ligne. Debbie, a dit ma grand-mère sans préambule. Je suis sur les lieux. C'est le chaos. Pas de fleurs, pas de musique, pas de nourriture, seulement la panique. Grand-mère, ils m'ont désinvité. Ils ont dit que la famille serait mieux sans moi. Je sais, ma chérie. Et ils ont eu terriblement tort. Mais en ce moment, il y a des choix à faire. Tu peux laisser ce mariage échouer, ce qui pourrait ressembler à une forme de justice, ou tu peux te montrer plus grande qu'eux et aider malgré la façon dont ils t'ont traité. Quoi qu'il en soit, je te soutiens. Ces paroles m'ont profondément touchée. Il ne s'agissait plus de mes parents, ni même de Marc. Il s'agissait de la personne que je voulais être. Est-ce que je voulais être quelqu'un qui répondait à la blessure par plus de blessures, ou quelqu'un qui agissait avec intégrité, peu importe comment les autres m'avaient traité? J'ai pris ma décision.
Dis-leur que je serai là dans 20 minutes. Mais grand-mère, ça ne veut pas dire qu'ils sont pardonnés. Ça veut dire que je fixe des limites, selon mes propres termes. Je comprends parfaitement, a-t-elle répondu, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. C'est bien ma petite fille. J'ai fait demi-tour et me suis dirigée vers le domaine des Preston, me préparant mentalement à la confrontation à venir. Je ne faisais pas cela pour l'approbation de ma mère ou la reconnaissance de mon père. Je le faisais parce qu'aider était en mon pouvoir, et refuser mon aide par dépit ne ferait que me diminuer. En franchissant les portes ornées du domaine, j'ai immédiatement vu que ma grand-mère n'avait pas exagéré. Les jardins manucurés étaient magnifiques, mais l'atmosphère était tout sauf sereine. Des membres du personnel couraient dans toutes les directions. Des employés de sociétés de location se disputaient avec des organisateurs de mariage, et au centre de tout cela se tenait ma mère, semblant plus petite et plus âgée que dans mes souvenirs, dirigeant les gens avec des gestes de plus en plus désespérés. Je me suis garée et j'ai marché vers le chaos, en redressant les épaules. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai selon mes propres termes. Je me suis approchée de la tente principale où la majeure partie de l'agitation semblait se concentrer. À l'intérieur, j'ai trouvé un tableau de cauchemar de jour de mariage. Amélia était assise sur une chaise dorée, toujours en peignoir au lieu de sa robe de mariée, du mascara coulant sur ses joues. Sa mère planait à côté d'elle, envoyant des textos frénétiquement. Mon père faisait les 100 pas, aboyant des ordres infructueux dans son téléphone. Marc se tenait seul, l'air perdu au centre de la tente, toujours en jean et en t-shirt, bien que la cérémonie soit dans quelques heures. Ma mère m'a repéré la première. Elle s'est figée en pleine phrase, les yeux écarquillés. La tente s'est progressivement calmée alors que les autres remarquaient mon arrivée. Debbie a finalement réussi à dire ma mère. Tu es venue. Oui, ai-je répondu d'un ton égal. Je comprends qu'il y a quelques problèmes logistiques. Un euphémisme qui a brisé la tension. Marc a eu un rire court et désespéré. On pourrait dire ça. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Pas tout, l'ai-je corrigé. Personne n'a encore été frappé par la foudre. J'ai jeté un regard significatif au ciel bleu clair visible à travers l'ouverture de la tente. J'ai posé mon sac sur une table voisine et me suis adressé à la pièce. J'ai besoin que quelqu'un me fasse un compte rendu complet de ce qui s'est passé exactement et de ce qui doit être réparé. Une seule personne, qui parle clairement et sans faire de drame. À la surprise de tous, Amélia s'est levée, a essuyé son visage et s'est avancée. Le traiteur n'est jamais venu. Ils ne répondent pas aux appels. Les fleurs ont été livrées à un autre lieu à 50 km d'ici. Le photographe a annulé il y a 1 heure en raison d'une urgence familiale. Le quatuor à cordes est coincé dans les embouteillages sur LI 95 après un accident, et l'organisatrice de mariage a démissionné quand ma mère. Elle a jeté un coup d'œil à Martha Preston, a exprimé son mécontentement de manière assez colorée. J'ai hoché la tête, appréciant sa franchise malgré notre passif. Merci. Maintenant, j'ai besoin d'une liste de toutes les personnes qui ont été contactées comme remplaçants pour ne pas dupliquer les efforts. L'assistante de l'organisatrice, une jeune femme nerveuse serrant une tablette, s'est avancée. J'ai cette information. Nous avons appelé tous les traiteurs, fleuristes et photographes du comté. Tout le monde est complet. Laissez-moi voir la liste, ai-je demandé en prenant la tablette. J'ai fait défiler la liste, notant qu'ils avaient contacté tous les fournisseurs haut de gamme évidents, mais j'en connaissais d'autres qu'ils n'avaient pas envisagés. J'ai sorti mon téléphone et me suis éloignée du groupe, passant mon premier appel à la partenaire de Tasha, Louise, qui dirigeait une entreprise de food truck prospère qui proposait également des services de traiteur. Louise, c'est Debbie. J'ai besoin d'une énorme faveur. J'ai expliqué la situation brièvement. Je sais que c'est de dernière minute, mais y a-t-il un moyen que tu puisses gérer une réception de mariage pour 300 personnes, haut de gamme mais pas prétentieux? Il y eut une pause, puis le rire chaleureux de Louise. Pour n'importe qui d'autre, absolument pas. Pour toi, laisse-moi passer quelques appels. Mon cousin vient d'agrandir son entreprise. À nous deux, on pourrait peut-être y arriver. Envoie-moi l'adresse et les détails par texto. Un problème potentiellement résolu.
Je suis passée aux fleurs, appelant Hélène, une cliente qui possédait une boutique de jardinage spécialisée dans les plantes indigènes et les arrangements uniques. Hélène, je viens réclamer la faveur que tu m'as offerte quand j'ai refait ton image de marque l'année dernière. 20 minutes et une douzaine d'appels plus tard, je suis retournée à la tente. J'ai des solutions, mais elles ne seront pas exactement ce que vous aviez prévu. À ce stade, on prendra n'importe quoi, a dit Marc, tandis que ma mère et les Preston semblaient plus hésitants. La nourriture est organisée par Urban Street Cuisine. Ils fourniront une installation de stand gastronomique avec des ingrédients locaux. Ce ne sera pas le dîner assis que vous aviez prévu, mais ce sera excellent et abondant. Une entreprise de food truck ? Martha Preston avait l'air horrifiée. Au mariage de ma fille ? Pas des food trucks, ai-je corrigé. Bien que je pourrais en organiser si vous préférez ne pas avoir de nourriture du tout. Martha a pincé les lèvres, mais est restée silencieuse. Les fleurs sont gérées par Wildflower Studio. Ils apportent des arrangements saisonniers d'ici 1 heure. Encore une fois, ce ne sont pas les pivoines et les roses importées que vous aviez commandées, mais c'est beau, frais, et réellement là. Et la photographie, a demandé Amelia, l'air plus calme maintenant que des solutions apparaissaient. Mon ami Javier est en route. Il shoot habituellement des éditoriaux de mode, donc il apportera une sensibilité haute couture à vos photos de mariage. Il vient avec 2 assistants. La musique, a demandé mon père d'un ton bourru, les premiers mots qu'il m'adressait. Le quatuor essaie toujours d'arriver, mais j'ai organisé un trio de jazz en secours. Ils peuvent jouer des arrangements classiques pour la cérémonie si nécessaire, puis passer à la musique de réception. Là où la panique régnait quelques minutes auparavant, la tente s'était transformée. Il y avait maintenant un optimisme prudent. Le personnel a commencé à se déplacer avec un but plutôt que dans la confusion. Amelia a disparu pour finalement commencer à se préparer. Les Preston se sont regroupés avec leur équipe de coordination restante pour ajuster les plans. Marc s'est approché de moi, seul. Deb, je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier, ai-je répondu. Mais tu as besoin de me parler. Vraiment parler, sans public. Il a hoché la tête, désignant les jardins. Nous avons marché en silence jusqu'à un banc de pierre sous un cornouiller en fleurs, assez loin de l'activité pour parler en privé. J'aurais dû te défendre, a-t-il dit sans préambule. Ce soir-là au dîner, et toutes les fois avant ça. Oui, tu aurais dû. Je me suis laissé emporter par tout ce que les Preston représentent. Les relations, le statut, l'approbation. C'était comme si je gagnais enfin un jeu que je jouais depuis toute ma vie. J'ai étudié le visage de mon frère, ne voyant pas l'enfant prodige créé par nos parents, mais un homme luttant avec ses propres insécurités. Tu n'as jamais eu besoin de gagner, Marc. Tu as toujours été suffisant pour eux. Mais jamais assez pour moi-même, a-t-il admis doucement. C'est toi qui as été courageuse, Deb. Tu as construit une vie que tu voulais vraiment, tandis que j'ai juste construit une vie qui les rendrait fiers. Aimes-tu Amelia, ai-je demandé directement. Il a semblé surpris, puis réfléchi. Oui, je l'aime. Pas à cause de sa famille ou de son milieu. Elle est plus intelligente qu'elle ne le laisse paraître, et plus drôle aussi. Quand nous sommes seuls, loin de tout ça. Il a fait un geste vers le domaine, elle est complètement différente. Alors épouse-la pour ses raisons, pas pour ce que sa famille représente. Je le ferai, a-t-il promis. Et Debbie, je suis désolée. Vraiment désolée de t'avoir laissé les affronter seuls toutes ces années. J'ai accepté ses excuses d'un hochement de tête. Cela n'effaçait pas le passé, mais cela ouvrait la possibilité d'un avenir différent. Nous sommes retournés pour trouver le lieu transformé. Louise et son équipe étaient arrivés avec des cuisines portables et installaient d'élégants stands de nourriture. Les fleurs d'Hélène étaient en train d'être arrangées par son personnel, des compositions sauvages et magnifiques qui semblaient en fait plus chères que le plan initial. Javier capturait déjà des moments de préparation spontanée avec son œil artistique caractéristique. Ma mère s'est approchée avec hésitation. Debbie, je ne sais pas comment tu as fait ça. J'ai aussi des relations, ai-je répondu. Juste pas le genre que papa et toi valorisiez. Elle a tressailli légèrement mais a continué. Nous avons eu tort.
Ce que nous t'avons dit. C'était impardonnable. Oui, ça l'était, ai-je convenu, ne lui facilitant pas la tâche. J'ai passé le dernier mois à trouver des excuses à mon comportement, blâmant le stress et la pression du mariage. Mais la vérité, c'est que j'ai été injuste avec toi toute ta vie. Je t'ai comparé à ton frère au lieu de te voir pour toi-même. C'était la chose la plus honnête que ma mère m'ait jamais dite. Je n'ai pas répondu immédiatement, la laissant avec l'inconfort de sa confession. Merci d'être venu aujourd'hui malgré tout, a-t-elle finalement dit. Cela montre un caractère extraordinaire. Je ne l'ai pas fait pour vous, ai-je clarifié. Je l'ai fait parce que je refuse d'être la personne qui répond à la cruauté par plus de cruauté. Elle a hoché la tête, les larmes menaçant de couler. Tu es une meilleure personne que celle que j'ai élevée. Je suis exactement la personne que je me suis élevée à être, l'ai-je corrigé doucement. Nous avons été interrompus par Amelia, maintenant dans sa robe de mariée, semblant transformée non seulement par la robe, mais par une nouvelle humilité dans son expression. Debbie, pourrais-je te parler, a-t-elle demandé. Je me suis excusée auprès de ma mère et j'ai suivi Amelia dans un coin tranquille. Je t'ai mal jugée, a-t-elle dit sans préambule. J'ai vu ton style et ta carrière différents comme une menace, en quelque sorte. J'essayais si fort de créer cette image de famille parfaite que je ne voyais pas la personne réelle derrière. La plupart des gens ne voient pas au-delà de leurs propres attentes, ai-je répondu. C'est une faiblesse humaine courante. N'empêche, j'ai eu tort de faire choisir Marc. Il a besoin de sa sœur. Elle a hésité. Si tu veux faire partie de la cérémonie, nous pourrions l'arranger. J'ai considéré son offre, appréciant le geste mais reconnaissant ses limites. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Je suis ici selon mes propres termes, j'aide parce que je le choisis, pas parce que j'ai besoin d'être incluse. Elle a semblé surprise, puis réfléchie. Je crois que je comprends. Et je respecte ça. À l'approche de l'heure de la cérémonie, le désastre chaotique s'était transformé en quelque chose d'inattendu. Pas le mariage immaculé des pages mondaines initialement prévues, mais quelque chose de plus authentique. Les invités commentaient les fleurs uniques et les stands de nourriture créatifs comme si cela avait été le plan depuis le début. Le trio de jazz jouait magnifiquement sous le soleil de l'après-midi, et pendant tout ce temps, j'observais depuis la périphérie, aidant lorsque c'était nécessaire, mais en maintenant ma distance émotionnelle. La cérémonie elle-même était étonnamment touchante. Les vœux personnels de Marc parlaient de croissance et d'authenticité, des mots qui ont attiré mon attention et m'ont fait me demander si notre récente conversation l'avait influencé. Amelia aussi semblait moins préoccupée par la perfection et plus présente dans l'instant. Alors que la réception commençait, j'ai remarqué mon père qui m'observait de l'autre côté de la tente. Finalement, il s'est approché, l'air mal à l'aise mais déterminé. « Tu as sauvé ce mariage », a-t-il dit d'un ton bourru, après la façon dont nous t'avons traité. « Oui, ai-je simplement convenu. » Il s'est éclairci la gorge. « Ta mère et moi avons parlé. Nous nous sommes trompés sur beaucoup de choses, surtout à ton sujet. Ta carrière, tes choix. Nous ne comprenions pas, vous n'avez pas essayé de comprendre, l'ai-je corrigé. » Il a hoché la tête lentement. « C'est juste. Mais j'essaie maintenant. » Il a fait un geste vers la célébration autour de nous. Tu as rendu cela possible avec une matinée d'appels téléphoniques, des relations que nous ne savions même pas que tu avais. Peut-être. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses sur toi que nous ne savons pas, c'est le cas, ai-je confirmé. La question est de savoir si vous êtes réellement intéressé à apprendre ou si c'est juste de la gratitude pour avoir sauvé la journée. Mon père a semblé véritablement mortifié. Je mérite ça. Mais j'aimerais avoir une chance de faire mieux, si tu es d'accord. Je vais y réfléchir, ai-je offert. Mais cela nécessiterait un vrai changement, pas seulement une appréciation temporaire pendant une crise. Je comprends, a-t-il dit, et pour la première fois, j'ai pensé qu'il comprenait peut-être. Au fil de la soirée, je me suis assuré que tout se déroulait sans heurts, résolvant les problèmes mineurs avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs. Quand j'ai été certaine que la réception se poursuivrait sans autre drame, j'ai tranquillement rassemblé mes affaires. Mon travail ici était terminé, non seulement la logistique que j'avais arrangée, mais aussi les limites personnelles que j'avais établies.
J'ai trouvé ma grand-mère pour lui dire au revoir. Elle m'a enveloppée dans une étreinte chaleureuse. Je suis si fière de toi, Debbie. Tu as montré une grâce immense aujourd'hui. Je l'ai fait pour moi, pas pour eux, ai-je clarifié. Je sais, a-t-elle souri. C'est exactement pourquoi je suis fière. Je me suis éclipsée alors que la danse commençait, inaperçue de la plupart des invités en fête. Dans ma voiture, j'ai envoyé un rapide texto à Jackson. Désolé pour le retard. Toujours intéressé pour discuter de l'exposition demain? Sa réponse est venue rapidement. Absolument. Brunch au Arbor Café. 11h, j'ai souri et j'ai démarré le moteur, laissant derrière moi le domaine des Preston et conduisant vers mon propre avenir, un avenir où je fixais les termes de mes relations et de mon article. J'ai quitté la réception de mariage avant la coupe du gâteau et les dernières danses, m'éclipsant discrètement alors que les invités tourbillonnaient sur la piste de danse. La crise avait été évitée, la journée sauvée, mais je n'avais aucune envie de m'attarder et de prétendre que nous étions une famille normale et heureuse. Toute réconciliation possible nécessiterait du temps et des efforts, pas une seule journée de convivialité forcée. Jackson attendait au Arbor Café quand je suis arrivé le lendemain matin, carnet de croquis ouvert et café déjà commandé pour nous deux. Son sourire facile a réchauffé quelque chose en moi qui était froid depuis trop longtemps. Désolé pour hier, ai-je dit en m'asseyant en face de lui. Urgence familiale. Pas besoin de t'excuser, a-t-il répondu en poussant mon café vers moi. Bien que j'admette être curieux de savoir quel genre d'urgence éloigne quelqu'un comme toi d'une discussion de carrière importante. Quelqu'un comme moi? Concentré, professionnel, clairement orienté vers les limites. Son évaluation était étonnamment précise pour quelqu'un que je venais de rencontrer. Je me suis retrouvée à lui raconter une version abrégée de la saga du mariage, son expression passant de la surprise à l'admiration alors que j'expliquais comment j'avais sauvé la journée malgré le rejet précédent de ma famille. Il a cherché le mot juste, point impressionnant. Pas seulement la logistique, mais la maturité émotionnelle. La plupart des gens auraient laissé tout brûler. J'y ai pensé, ai-je admis, mais cela m'aurait rendu plus comme eux, pas moins. Il a hoché la tête pensivement. Alors, à propos de cette exposition, j'ai réfléchi à des thèmes, et après avoir vu plus de votre portfolio, je me demande si vous envisageriez quelque chose sur la transformation ou la résilience. La conversation a basculé sur le terrain professionnel, mais avec une nouvelle couche de compréhension entre nous. À la fin du brunch, nous avions un concept solide pour l'exposition, un calendrier d'installation et des plans pour nous revoir la semaine suivante pour voir l'espace ensemble. Ce n'est pas juste une vitrine d'entreprise, a clarifié Jackson alors que nous nous séparions. Je crois en votre travail, Debbie. Cela pourrait être le début de quelque chose de significatif pour votre carrière dans les beaux-arts. Ces mots sont restés avec moi sur le chemin du retour, un contrepoint à des années de mes parents rejetant mon passe-temps. La validation professionnelle faisait du bien, mais encore plus importante était ma propre confiance grandissante dans ma vision créative. Je m'attendais à ce que les jours suivants apportent un flot de communication familiale après le mariage. Des excuses, des remerciements, peut-être même des récriminations une fois l'urgence passée. Au lieu de cela, il y eut un étrange silence. Pas d'appel de mes parents, pas de texto de Marc. Seule ma grand-mère a pris des nouvelles, confirmant qu'ils avaient tous survécu au reste de la réception sans autre désastre. 3 jours après le mariage, j'étais plongée dans les croquis préliminaires pour l'exposition quand on a sonné à ma porte. Marc se tenait sur mon seuil, seul, l'air à la fois épuisé et déterminé. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé simplement. Je me suis écartée, lui faisant signe d'entrer dans mon appartement. Il est entré timidement, observant l'espace coloré avec ses murs couverts d'art et son désordre créatif. « Je ne suis jamais vraiment venu chez toi avant », a-t-il réalisé à voix haute. C'est très toi. Merci, ai-je répondu, sans être tout à fait sûr qu'il le disait comme un compliment. Un café? Il a hoché la tête, et je me suis affairée dans la cuisine pendant qu'il continuait d'examiner mon salon, s'arrêtant devant une pièce en technique mixte que j'avais créée pendant les semaines après avoir été désinvitée de son mariage. C'est incroyable, a-t-il dit en étudiant les couches de couleurs et de textures. C'est toi qui l'as fait? Oui.
Tu es vraiment talentueuse, Deb. Je veux dire, je savais que tu étais douée, mais ça, c'est digne d'un musée. L'appréciation sincère dans sa voix m'a prise au dépourvu. Je lui ai tendu son café et j'ai fait un geste vers le canapé. Qu'est-ce qui t'amène ici, Marc? Tu ne devrais pas être en lune de miel? Nous l'avons reporté, a-t-il expliqué, s'asseyant prudemment sur le bord du coussin. Après tout ce qui s'est passé, nous avions besoin de temps pour reconsidérer certaines choses. Quelles choses? Tout. Il a posé sa tasse sans y toucher. Debbie, je suis venu m'excuser correctement. Pas au milieu d'une crise, pas avec d'autres qui écoutent. Juste moi te disant à quel point je suis désolée pour des années à t'avoir laissé tomber. Je suis restée silencieuse, lui laissant l'espace de continuer. Après que tu as quitté la réception, les choses ont continué à fonctionner grâce au système que tu avais mis en place. Mais tout le temps, je n'arrêtais pas de penser à quel point c'était injuste que tu ne sois pas là pour voir le résultat, pour être remerciée correctement, pour être incluse. Il s'est penché en avant avec ferveur. Ça m'a fait réaliser combien de fois dans nos vies j'ai accepté les bénéfices de tes efforts sans les reconnaître. De m'aider avec mes projets scolaires à me couvrir auprès de papa quand je faisais une bêtise. Tu as toujours été là pour moi et je n'ai jamais vraiment été là pour toi. Ces mots ont touché une blessure enfouie depuis longtemps. Non, c'est vrai. Je veux changer ça, a-t-il dit simplement. Pas avec de grands gestes ou des solutions temporaires. Un vrai changement, sur la durée. À quoi cela ressemble-t-il pour toi, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Un contact régulier, savoir vraiment ce qui se passe dans ta vie, soutenir ta carrière au lieu de la dénigrer, tenir tête à nos parents quand ils ont tort à ton sujet. Il a hésité. Et peut-être rencontrer le vrai Marc au lieu du fils parfait que j'ai prétendu être. Le vrai Marc? Un fantôme de sourire a traversé son visage. Ouais, celui qui est en fait nul en finance, mais qui a fait semblant d'aimer ça pour plaire à papa. Celui qui préférerait enseigner l'histoire plutôt que de travailler dans une société d'investissement. Celui qui fait des crises de panique depuis des années, mais ne l'a jamais dit à personne parce que les Walker ne montrent pas de faiblesse. Cette confession vulnérable a changé quelque chose entre nous. Pour la première fois, j'ai vu mon frère non pas comme l'enfant prodige de mes parents, mais comme une autre victime de leurs attentes impossibles. Amélia connaît cette version de toi? Ai-je demandé. Il a hoché la tête. Elle la connaît maintenant. Après le chaos du mariage, nous avons eu des conversations honnêtes sur ce que nous voulons vraiment tous les deux, par opposition à ce que nos familles attendent. Il s'avère qu'elle jouait un rôle, elle aussi. Nous avons parlé pendant des heures, explorant des décennies d'histoire commune à partir de perspectives très différentes. La conversation n'a pas été facile, avec des vérités douloureuses reconnues des deux côtés, mais elle a été purificatrice, comme lancer un abcès pour qu'il puisse enfin guérir. Quand Marc est finalement parti, nous n'avions fait aucune grande promesse, mais nous avions établi un nouveau départ timide. Une véritable réconciliation prendrait du temps et des efforts constants, mais pour la première fois, cela semblait possible. La confrontation avec mes parents a eu lieu une semaine plus tard. Ils ont demandé une rencontre dans un lieu neutre, un restaurant tranquille à mi-chemin entre nos maisons. Je suis arrivée et les ai trouvés déjà assis, mal à l'aise dans le cadre décontracté qu'ils n'auraient jamais choisi auparavant. Debbie, a commencé ma mère dès que je me suis assise. Nous te devons des excuses. Beaucoup d'excuses, en fait. Oui, c'est vrai, ai-je convenu, ne leur facilitant pas la tâche. Mon père s'est éclairci la gorge. Ce que nous t'avons dit avant le mariage était impardonnable. Nous avons passé les dernières semaines à essayer de comprendre comment nous avons pu traiter notre propre fille si cruellement. Et avez-vous trouvé? Ai-je demandé d'un ton égal. Ils ont échangé des regards. Ma mère a parlé la première. Je pense que nous avons passé tellement d'années à définir le succès d'une seule manière que nous sommes devenus aveugles à d'autres formes de réussite et d'épanouissement. Quand tu as choisi une voie différente, nous l'avons vu comme un rejet de nos valeurs plutôt que comme l'établissement des tiennes. C'était plus de perspicacité que ce que j'attendais d'elle. Mon père a hoché la tête en signe d'accord. Le jour du mariage nous a montré à quel point nous nous étions trompés, a-t-il poursuivi. Tu as résolu des problèmes que nous ne pouvions même pas commencer à aborder,
en utilisant des relations et des compétences que nous avions dénigrées pendant des années. Cela nous a fait tout remettre en question sur ce que nous pensions savoir du succès. J'apprécie cette prise de conscience, ai-je dit prudemment. Mais une journée de gestion de crise n'efface pas des années de mépris et de critiques. Nous savons, a dit rapidement ma mère. Nous n'attendons pas un pardon immédiat, mais nous aimerions avoir une chance de reconstruire notre relation sur de nouvelles bases. Quelle base proposez-vous, ai-je demandé. Ils ont semblé surpris par la franchise de ma question. Mon père s'est ressaisi le premier. Nous voulons mieux comprendre ton monde, a-t-il offert. Ton art, ta carrière, tes choix. Non pas pour juger, mais pour apprendre. Et nous voulons établir des limites plus saines, a ajouté ma mère. Plus de conseils non sollicités ou de critiques. Plus de comparaisons. J'ai considéré leurs paroles attentivement. Ce sont de bons points de départ. J'ai mes propres conditions. Bien sûr, ont-ils tous deux hoché la tête avec empressement. Je considérerai la reconstruction de notre relation si vous vous engagez dans une thérapie familiale. Pas seulement une séance pour la forme, mais un travail continu avec un professionnel pour aborder les schémas qui nous ont amenés ici. Ils ont semblé surpris mais n'ont pas refusé. Et j'ai besoin de la reconnaissance que ma carrière est valide et précieuse, pas seulement dans les moments de crise quand mes relations sauvent la situation, mais de manière constante. C'est juste, a concédé mon père. Plus important encore, ai-je poursuivi, j'ai besoin que vous compreniez que j'offre une chance à une nouvelle relation, pas de reprendre l'ancienne. Je n'assisterai pas au dîner de famille hebdomadaire ou au rassemblement de vacances tant que nous n'aurons pas établi une base de respect mutuel. Les termes étaient clairs, mes limites fermes. À ma grande surprise, ils ont accepté sans discuter, comprenant peut-être enfin la précarité de leur position dans ma vie. Nous avons commencé la thérapie familiale la semaine suivante. Les séances étaient souvent inconfortables, parfois houleuses, mais progressivement productives. Notre thérapeute, le Dr Reeves, nous a habilement guidés à travers des décennies de schémas destructeurs, aidant mes parents à reconnaître leur comportement de contrôle et moi à reconnaître ma part dans le maintien de dynamiques malsaines. Les progrès se sont manifestés par petits moments. Ma mère posant des questions sur mon processus créatif sans critique voilée. Mon père mentionnant mon récent projet à un collègue sans s'excuser pour mon choix de carrière. Marc et moi établissant un appel hebdomadaire qui a lentement reconstruit notre lien fraternel. 3 mois après le mariage, mon exposition a ouvert au nouveau siège de l'entreprise technologique. Jackson avait transformé l'espace en une galerie époustouflante, présentant mes explorations en techniques mixtes sur l'identité et la transformation. Le soir du vernissage, je me tenais nerveusement au milieu de la foule qui se rassemblait, regardant les critiques d'art, les collectionneurs et les employés curieux examiner mon travail. Ils adorent, a murmuré Jackson en apparaissant à mes côtés avec du champagne. Le galeriste de San Francisco dont je t'ai parlé est particulièrement intéressé par la série centrale. J'ai accepté le verre, balayant la pièce du regard avec gratitude. À ma grande surprise, j'ai aperçu ma famille qui entrait timidement. Mes parents, Marc et Amelia, ma grand-mère, et même quelques parents éloignés, se déplaçaient avec hésitation dans l'espace, clairement hors de leur zone de confort, mais faisant l'effort. Ma mère s'est approchée la première, étudiant une pièce intitulée « Récupération » avec une attention sincère. « C'est extraordinaire, Debbie », a-t-elle dit doucement. La technique de superposition crée une telle profondeur. Merci, ai-je répondu, notant l'absence de qualificatif ou de comparaison dans son compliment. Ton père et moi parlions en venant, a-t-elle poursuivi. Nous avons réalisé que nous n'avons jamais correctement soutenu ton parcours artistique. Nous aimerions changer cela, si tu es d'accord. Comment ça, ai-je demandé prudemment. Nous aimerions assister à tes futures expositions, en apprendre davantage sur le monde de l'art, peut-être même commencer à collectionner ton travail. Elle avait l'air presque timide en faisant cette suggestion. Si ce n'était pas étrange pour toi. Le geste m'a touché de manière inattendue. Ce serait bien, en fait. Mon père nous a rejoints, regardant autour de lui avec une humilité inhabituelle. C'est impressionnant, Debbie. Bien au-delà de ce que j'imaginais quand tu parlais de ton article. Venant de lui,
C'était une reconnaissance significative. Merci, papa. Au fil de la soirée, je suis passé des relations professionnelles aux membres de ma famille, ne sentant plus que je devais choisir entre les mondes. La réconciliation n'était pas parfaite ni complète. Il y avait encore des moments gênants et de vieux déclencheurs, mais elle progressait honnêtement. Plus tard, debout seul près de la fenêtre surplombant les lumières de la ville, j'ai réfléchi au parcours des derniers mois. Le rejet douloureux avait finalement forcé une confrontation nécessaire avec des schémas trop longtemps acceptés. La crise du mariage avait révélé des forces que je n'aurais peut-être jamais pleinement reconnues en moi autrement. Jackson m'a rejointe à la fenêtre. Soirée réussie, a-t-il observé. 3 pièces vendues déjà, et le galeriste veut discuter de représentation. C'est surréaliste, ai-je admis. Il y a quelques mois, j'étais la déception de la famille avec un passe-temps. Maintenant, je suis une artiste légitime avec l'intérêt d'une galerie. Tu as toujours été légitime, a-t-il corrigé doucement. La seule différence, c'est que maintenant, les autres voient ce qui a toujours été là. Ces paroles ont cristallisé quelque chose d'important. Ma valeur n'avait jamais été déterminée par la reconnaissance de ma famille ou la validation professionnelle. Elle avait toujours existé indépendamment, attendant que je la revendique pleinement. La véritable transformation n'était pas dans la façon dont les autres me voyaient maintenant, mais dans la façon dont je me voyais moi-même. Non pas comme quelqu'un qui se battait pour l'approbation, mais comme quelqu'un digne d'établir les normes sur la façon dont je serais traité. Les liens familiaux les plus forts n'étaient pas construits sur l'obligation ou la perfection, mais sur le respect mutuel et le courage d'établir des limites saines. Alors que les participants à l'exposition se mêlaient autour de mon art, manifestation physique de mon parcours de l'invisibilité à l'expression de soi, j'ai réalisé que le plus grand cadeau que ma famille m'ait finalement donné était la poussée pour enfin croire complètement en ma propre valeur. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui ne voyaient pas votre vraie valeur? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Parfois, la partie la plus difficile d'aimer nos familles est de leur apprendre à nous aimer correctement en retour. Si mon histoire a résonné en vous aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par l'approbation familiale. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, la famille que nous choisissons peut être tout aussi importante que la famille dans laquelle nous naissons.